Merci Joanne pour la présentation, c'est très gentil de ta part. Et bonjour tout le monde. Apparemment, pas mal d'habitués, Leïla, Michaud, donc Benariba. Alors, je voulais présenter une présentation concernant l'entrepreneuriat, mais pas une manière classique que vous avez l'habitude d'assister à des webinaires ou des séminaires pour présenter donc un document ou un projet, quoi que ce soit. Je voulais partager surtout avec vous des choses qui touchent l'entrepreneuriat et l'université. Mais pour parler de l'entrepreneuriat, tout le monde, chacun de nous, il a l'âme d'entrepreneur. Seulement, il y a des gens qui l'ont développé, qui sont outillés pour pouvoir le développer. Il y a d'autres qui leur manquent aussi des outils. Mais tout le monde, il a cette âme d'entrepreneur. Et l'âme d'entrepreneur existait depuis l'existence de l'humanité. Et pour l'université, pour revenir à l'université, parce que c'est important de connaître l'évolution, cette dynamique, l'évolution de l'entrepreneuriat de l'université dans le temps et dans l'espace. L'université a été toujours une invention de la cité, de la ville, pour rendre service, pour répondre aux besoins de la cité. Ça a commencé par la civilisation babylonienne des Perses, puis après les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Phéniciens, etc. Mais les gens qui ont développé vraiment, institutionnalisé, si vous voulez, l'université, c'était les Romains. Les Romains, parce qu'avant l'université, donc pour enlever la main, si vous voulez, parce que la première université qui a été créée moderne relativement dans la civilisation humanitaire, c'est à Constantinople aux 450 ans après Jésus. Mais elle était dominée par l'Église. Et donc, les Romains, ils voulaient enlever ce pouvoir pour l'Église et donc rendre l'université, si vous voulez, relativement ce qu'on appelle maintenant l'université laïque. Et puis après, donc, c'est développé les différentes universités. Après, il y avait une université en Espagne par les civilisations arabo-musulmanes, avec Avicenne, Ibn Khaldoun, etc. Mais l'université moderne qu'on connaît, ça a commencé le XIe siècle. Et c'est les Italiens, les premiers qui ont créé l'université moderne qu'on connaît actuellement. C'était à Bologne. Bologne, c'était une ville très, très développée, très civilisée et plein d'échanges commerciaux, etc. Et même les grands mathématiciens qui ont développé les mathématiques en utilisant de l'arithmétique et tout, via le commerce. Donc, c'était l'échange commercial qui poussait donc les gens à trouver des solutions à répondre. Et c'est comme ça qu'est devenu, si vous voulez, comment l'université a devenu avoir cet esprit entrepreneur pour pouvoir répondre aux besoins de la cité. Et puis après, il est devenu université en France, la Sorbonne, en Angleterre, Oxford, etc. Ça, c'est les anciennes universités, 11e, 12e, 13e siècle. Et puis après, donc, ça a évolué jusqu'à arriver donc l'université qu'on connaît moderne actuellement. Si on prend par exemple l'université Harvard, monsieur Harvard, 16e siècle, il est venu à Boston parce qu'il y avait une maladie terrible en Angleterre, 16e siècle, et lui était un homme de culture, il avait beaucoup de livres, il a pris des cartons avec lui, s'est déplacé à Boston, il a créé une petite université, une baraque, mais il est mort 10 ans après, très jeune. Et le sénateur de la ville de Boston, c'est lui qui a eu l'idée donc de créer cette université de Boston que vous connaissez depuis 1820. Alors pour ça, je voulais important de mettre si vous voulez, des trucs historiques pour pouvoir se positionner et pour connaître cette évolution. Et au cours de ces années-là, donc il y a eu donc réflexion sur l'université et les acteurs clés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire comment la connaissance, le savoir qui est dans l'université doit être entreprenant et répondre aux besoins de la cité. Et donc, je passe à cette diapo. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes devenus des grands consommateurs. Ça a commencé par les Américains, les pays occidentaux, donc le plan Marshall, etc. Donc, la société commence à consommer la voiture, les frigidaires, cuisinières, etc. Tout ça, les déplacements, tout ça. Donc cette consommation provoquait d'autres problèmes que
à l'époque, on ne les voyait pas venir. Et ces problèmes-là qui touchaient, si vous voulez, l'humanité, soit la santé, l'environnement, l'écologie, tout ça. Et donc, il fallait il fallait développer cet esprit entrepreneur pour pouvoir trouver des solutions. Dans les années 60-80, le monde a été plein de mutations de la culture de management. C'est-à-dire, tout simplement, la culture de management a commencé d'une façon très timide. On ne la connaissait pas. Elle a commencé aux États-Unis d'Amérique parce qu'il y avait une industrie, il y avait avec l'université de Stanford qui commençait à développer ce concept de management, l'université de Harvard et tout. Mais c'était d'une façon timide parce que le leadership à l'époque, il était souvent chez le politique et non pas chez l'entrepreneur. Par exemple, avant, le leadership, on le voyait chez Napoléon, on le voyait chez De Gaulle, on le voyait donc le leadership était chez Winston Churchill, etc. Jamais chez un entrepreneur ou un universitaire entrepreneur. Ce n'était pas accepté, si vous voulez, culturellement, etc. Et puis après, les États s'occupaient de l'implication des grands projets. Donc, c'est les États qui s'occupaient des grands projets. Et l'université, elle était là comme mission pour avoir le savoir, mais un savoir opérationnel à ces projets-là. Et donc, les universités étaient cotées par rapport aux sciences fondamentales, mais les sciences fondamentales coûtaient très cher. Il y avait rarement des projets de sciences, c'est-à-dire de la recherche appliquée, à répondre à un besoin. Mais à partir des deux crises économiques qu'on a connues, de 73, la crise pétrolière, et 80, la crise financière, les États commencent à se sentir le poids des investissements. Là, si vous voulez, les politiciens ne commençaient plus à maîtriser les choses parce qu'il y avait des multinationales qui commençaient à occuper l'espace. Et donc, commençaient à développer leur leadership, ils commençaient à investir dans la recherche et le développement, commençaient à investir dans les universités privées, etc. Et donc, si vous voulez, le leadership, il a changé de main. Il n'était plus chez le politique, mais il était chez l'entrepreneur. Voici donc une photo de la crise. Et fin 89, les années 89-90, donc il y a eu deux jeunes qui ont complètement bouleversé le modèle business de l'université et du savoir, de la connaissance, l'entrepreneur et tout. Steve Jobs, avec sa fameuse compagnie Apple, donc il a lancé sa compagnie dans un garage avec son ami. Et puis après, Bill Gates, il a eu la chance parce que son papa était financier, directeur de banque, et sa maman était au niveau conseil d'administration de IBM. Et c'est comme ça qu'il a décroché un contrat avec IBM, son premier contrat de MS-DOS. Et donc, ils ont changé complètement. Donc, Bill Gates, à l'âge de 21 ans, il a monté sa compagnie. Et Steve Jobs, la même chose, 22 ans, 23 ans. Donc, sans faire beaucoup d'études. Mais ils ont créé, donc la création, donc ils ont répondu à un besoin. Et le fait qu'ils ont répondu à un besoin, ce besoin était là, ils ont complètement, les universités commencent à se remettre en cause au niveau de leur modèle d'affaires, au niveau de la formation. Et là est sorti, donc, si vous voulez, le concept, si vous voulez, de leadership. Donc, leadership existait, mais il n'était pas, si vous voulez, accepté par l'université ou par les intellectuels. Maintenant, il est devenu une réalité qu'il fallait avoir la vision. Donc, maintenant, il y a une remise en cause. On va lancer le sondage, Okay. si tu le permets, Aziz. D'accord, donc, une première question qui vous interpelle, qui est projetée. Vous pouvez y répondre directement. On vous demande de choisir deux éléments sur lesquels vous considérez que c'est important. Donc, on voit, il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre, soit la vision, la confiance, l'environnement. On vous laisse encore quelques secondes. On n'a pas tous nos participants. Ça reste un sondage anonyme, donc ne soyez pas timides là. Bon, je pense qu'on a pas mal tous nos participants. On va pouvoir mettre fin et projeter les résultats.
Donc, on dit, ça serait la confiance en soi qui réunit 63% de nos Tout à fait, participants. ouais. Après ça, les autres composantes sont situées à égale importance. Tout à fait. C'est un facteur important, la confiance en soi, parce que on a une certaine confiance en soi, donc on peut développer tout le reste. On peut développer le leadership, on peut avoir, si vous voulez, cet esprit d'entrepreneur. On peut passer à notre diapo, Joanne? Oui, oui, je pense. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur les résultats qu'on vient de voir? Non, C'est les choses que sauf si les gens veulent qu'on débat sur ça, les participants. pour l'instant, j'ai pas Non, on laisse ça de. après. Oui, c'est ça, on OK. pourrait y revenir. Donc, à partir de ces deux grands cas de figure, les universités, les grandes écoles commencent à se remettre en cause leur système de formation. Donc, ils ont commencé à changer leur plan d'affaires au niveau de la formation. Comment on forme des gens qui répondent à un besoin rapide et qui est complètement tout à fait différent par rapport à ce qu'on avait comme conception. C'est d'autres concepts qui sont devenus importants dans la formation que je voulais partager avec vous. Le leadership. Donc, j'ai dit le leadership, il existait, mais il était timide. Il était souvent chez le politicien, chez le politique ou chez le militaire, mais il n'était pas chez l'universitaire, chez l'entrepreneur et tout. C'était un tabou de parler de leadership. La communication, c'est devenu important pour communiquer. Donc, il fallait communiquer avec la société, expliquer, utiliser beaucoup de pédagogie. Tout. La veille stratégique, à être informé régulièrement de ce qui se passe et quelles sont les stratégies pour pouvoir développer des produits, occuper l'espace du marché, les parts de marché, etc. Le marketing, moi je me rappelle en 91, je suis parti en France, le marketing c'était quelque chose de même bizarroïde, donc ça n'existait pas. Moi j'ai mon frère qui a fait petit technicien de marketing à l'époque 91 dans une école privée, c'était tabou, c'est-à-dire c'est quoi le marketing? Donc ça, je vous parle en 91, et c'est une réalité. Mais le marketing maintenant est devenu très, très, très développé et indispensable. Et la part du marché, la part de l'investissement dans une compagnie en marketing, il est presque comme Coca-Cola, c'est 70%. La connaissance opérationnelle. Donc, avoir la connaissance qui répond à un marché. Donc, toujours savoir quels sont les besoins du marché et comment je peux répondre à ce marché. L'économie intelligente. Donc, l'économie intelligente avec tous ces éléments-là, que ce soit ressources humaines, que ce soit la finance, que ce soit le côté juridique, etc. Donc, tout ça. Et les IT qui sont développés juste après les années 90. Alors, pour revenir à l'Algérie, donc, on avait une économie socialiste, parce que tout simplement, lorsqu'on a eu l'indépendance, les 62, elle était tendance des pays non alignés, communistes, etc. Et donc on avait une économie planifiée. Donc, si vous voulez, l'université ou l'universitaire ou l'entrepreneur, il n'avait pas le droit de trop réfléchir. Donc, il avait un programme planifié, il fallait suivre. Et puis après, avec la tombée le pôle soviétique, la tombée du mur de Berlin, là, on est passé vers l'économie de marché qui était imposée par cette dynamique internationale et mondiale. Et les institutions, les gens, n'étaient pas préparés à cette économie de marché. Ils n'avaient pas été outillés. Donc, il fallait le faire sur le plan, si vous voulez, réglementaire, qu'on parle de journal officiel, sur la loi et tout, existait. Tout ça, ces documents-là existent. Mais sur le plan terrain, expérimentation, donc ce n'était pas évident. Il y avait de la résistance. Les gens imaginaient des gens qui avaient des réflexes pendant 30 ans, des réflexes d'être assistés, on attend que la tutelle nous donne des choses, etc. Et pour passer à cette étape-là de l'économie de marché, ce n'était pas évident. Ce n'était pas le cas, par exemple, de pas mal de pays qui avaient cette culture de l'économie de marché. Donc, il fallait expérimenter tout ça. On a expérimenté. Je partage avec vous une expérience. Déjà, on a commencé à parler d'un débat l'autonomie de l'université, qui était un sujet tabou. 97, d'abord, le professeur Benzian, qui était vice-recteur à l'époque et maintenant actuellement il est ministre
dans les universités. Il a remis ça, ce dossier-là sur la table. Et donc, vous voyez, donc 97 déjà, on parlait de ça. On est en 2021 et déjà, on commence à débattre sur ce sujet-là. Vous voyez, donc la résistance à accepter des concepts nouveaux. Et puis après, en 99, est sortie une loi qui permettait des prestations de services pour le secteur économique de Smaïl Hamdani, qui était chef de gouvernement, que j'ai eu le plaisir de connaître et partager avec lui des idées. Mais il y avait une loi déjà en 92 qui permettait de faire des prestations. Elle était timide, elle n'était pas encourageante. Pourquoi? La différence entre les deux lois, cette loi, elle permettait c'est-à-dire les entrepreneurs universitaires, lorsqu'ils faisaient des prestations de services, d'avoir 50% d'indemnité. Donc, c'était encourageant. Mais le problème, c'est que les universitaires, hélas, à l'exception que je cite, 2 universités en Algérie, l'université de Sétif et de Béjaïa, ils étaient préparés. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient à la tête de ces universités étaient avant dans le secteur économique. Le recteur de l'université de Sétif était donc déjà dans l'industrie du plastique. Il connaissait donc le monde industriel, donc il connaissait les besoins, etc. Donc il avait cet état d'esprit. Et le recteur de l'université de Béjaïa, qui était dans l'industrie agroalimentaire avant. Mais malheureusement, les autres universités faisaient de la résistance parce qu'ils étaient toujours dans le cadre académique, lourd. Et donc, ils n'arrivaient pas à comprendre comment nous, on peut participer au développement économique, mais sur le terrain. Parce que l'industriel, il a besoin des réponses rapides pour pouvoir solutionner ses problèmes à lui. Et donc moi, je me rappelle, avec toute modestie, comme j'étais dans le secteur économique, j'ai fait l'industrie chimique, pétrochimique, ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses. Et donc, j'ai commencé, avec le labo que j'avais, développer des prestations de services que je vais partager avec vous, cette expérience. Et puis après, il y avait un partenariat hors l'Algérie, donc le partenariat avec la communauté européenne, surtout avec la France, la Belgique et surtout l'Allemagne. L'Allemagne ils ont instauré un organisme qui s'appelle la GIZ, qui formait donc les universitaires à la culture entrepreneuriale, etc. Il y avait le Canada, mais le Canada, malheureusement, c'était timide, quelques opérations. Donc, il y avait une opération qui a été faite avec l'université de Sherbrooke. Et il y avait les États-Unis d'Amérique, il y avait la Chine et les Russes. Et ça, les Russes, ce n'était pas tradition, mais ce n'était pas tellement terrible. Mais avec les Chinois qui commençaient à devenir très agressifs. Alors, le cadre réglementaire, il existait, il était là. Mais le terrain, il y avait de la résistance parce que c'était au niveau de la perception. Tout à l'heure, Johanne a parlé de pédagogie. Et tout projet, comme on dit en management, imposé, voué à l'échec, si on n'utilise pas beaucoup de pédagogie et d'accompagnement pour pouvoir réussir, si vous voulez, le projet. On peut faire toutes les lois les plus extraordinaires qu'on veut, mais si on n'accompagne pas les gens, si on ne leur explique pas l'intérêt, si on ne partage pas avec eux les choses, impossible que ça va y aller. Donc, il fallait beaucoup de pédagogie pour pouvoir que les gens puissent avoir une visibilité sur cela. Donc, il y avait un manque d'accompagnement. Il n'y avait pas cet esprit entrepreneur, parce que c'était un tabou. Comment ça? Alors que normalement, l'enseignant, donc il y a une définition universitaire à avoir qui dit l'enseignant lui-même doit être entrepreneur, parce qu'il est en train de vendre son savoir, ses connaissances, un auditoire qui est l'amphithéâtre, il y a les étudiants, c'est des clients. Donc, il faut avoir cet esprit entrepreneur. Donc, il fallait donc former, si vous voulez, les universitaires à cette culture. Et en plus, l'environnement. Qui dit l'environnement, ce que j'ai remarqué par exemple ici au Canada, l'environnement, c'est la douane qui joue le jeu, la banque qui joue le jeu, les impôts jouent le jeu, etc. Je donne l'exemple. Pourquoi je vous partage avec vous ça. J'ai envie de faire une prestation de service. J'ai besoin d'un réactif. Je le commande par exemple de l'Allemagne ou de Japon ou de Canada pour faire ma prestation. Mais le douanier ne comprend pas ça. Donc, le douanier, il va laisser ce réactif pendant 6 mois pour me donner une réponse. Mais moi, je rate mon projet, et puis après, il risque ce réactif d'être périmé. Mais si on a préparé tous les acteurs concernés par rapport à ça, par exemple, ici au Canada, il y a ce qu'on appelle Revenu Canada, Revenu Québec, qui vous donne une indemnité pour la recherche et développement. Donc, tous ces acteurs-là, on ne les a pas préparés pour qui aident, si vous voulez, cet esprit entrepreneur de l'université. Et donc, pour avoir, si vous voulez, décrocher des contrats ou quoi que ce soit, ce que je dis, il faut être toujours en veille
et visionnaire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit en veille, il faut lire beaucoup. Moi, c'est un des points forts à moi, avec toute modestie, je lis énormément de livres. Je lis beaucoup de revues, etc., tout ce qui se passe, que ce soit politique, psychologique, sociologique, économique, tout ce que vous voulez, culturel, je m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai fait des liens. Donc, vous savez, les choses, c'est un patchwork. Donc, je fais des liens avec tout ça. Et puis après, je développe la vision. Et toujours, je me pose la question suivante. Pourquoi ça a été fait? Comment ça a été fait? Et donc, je m'intéresse à la vie, par exemple, comme des leaders comme Steve Jobs et d'autres, etc., pour comprendre comment ils sont en difficulté. Et puis après, ça me permet de gagner du temps, parce que leurs échecs est un capital pour moi. Deuxième aussi, une chose importante, c'est former une équipe. On ne peut pas travailler seul. Donc, il faut travailler avec une équipe, former une équipe. Et moi, j'avais un laboratoire de chimie biologie que je gérais. J'avais à peu près 15 personnes dans le labo. Et donc, j'ai essayé de travailler, préparer toute mon équipe, y compris la secrétaire, tout le monde, pour pouvoir, lorsqu'on va faire des prestations, attention, on doit répondre. Et donc, chaque acteur, il avait son rôle, il avait sa fiche pour pouvoir, quel est son rôle, quelle est sa valeur ajoutée dans cette dynamique, si vous voulez, dans cette mécanique-là. Et avoir ce leadership, parce que pour pouvoir y aller vers le monde industriel, il faut développer un certain leadership. Aziz, si tu permets juste quelques secondes. Oui. On voit déjà là, ton côté passionné par l'entrepreneuriat. Là, et Ouais. c'est sûr que la restriction de temps va être un défi pour toi. Ouais. On peut parler qu'il reste entre 5 et 8 minutes, mais je OK. voudrais juste te partager 2 commentaires qui nous sont arrivés. Il y a dans le chat, il y a un premier commentaire de Mme Francine Michaud qui nous demande si tu vas parler de la création des Bleus, qui sont les bureaux de liaison Oui, des oui, entreprises. oui, Tu vas nous en parler. c'est Et, ça. et puis, il y a Zouaouia qui Oui. nous parle que c'est essentiel aussi. Donc, Mhm. tout de suite après ta conclusion, on va permettre, n'hésitez pas si vous avez des questions, à ajouter des questions ou encore Oui, à bien nous sûr, avec revenir plaisir. avec vos commentaires dans le chat. OK. Merci, Joanne. Alors, je voulais partager avec vous trois petites expériences, parce que j'en ai beaucoup. Donc, la première, c'était Task Force Université Sonatrach. Alors, Sonatrach, les gens qui ne connaissent pas, Sonatrach, c'est la première compagnie africaine pétrolière, la 10e à l'échelle mondiale. C'est à peu près 95% du budget de l'Algérie. Et là, donc, à peu près 150 000 personnes qui travaillent dans cette compagnie-là. Pour le montage, donc, on a commencé, donc, il y avait Youssef Yousfi qui était ministre de l'Énergie et Attal Majid qui était PDG de Sonatrach à l'époque. Ils m'ont demandé de réfléchir sur la création d'un technopole dans une ville qui s'appelle Boumerdès, qui était plein d'universités. Et puis après, par chance, j'ai eu le plaisir, juste après, parce que moi j'avais une communication de 10 minutes, et Kamel Toumi, qui était professeur à MIT, un grand monsieur très connu à l'échelle mondiale, depuis 1974, il est à MIT, il venait après moi, donc après ma petite communication, à faire sa conférence de 1 heure. Et moi, j'ai dit, on n'a pas l'environnement pour pouvoir, à l'époque, 97, créer le technopole. Pour créer le technopole, voici les conditions. Le ministre à l'époque de l'énergie, à travers ma communication, n'était pas content. Et j'ai eu la chance et le plaisir, juste après Kamel Toumi, il est passé faire sa conférence, et en disant que je suis tout à fait d'accord avec celui qui a communiqué avec moi, avant moi, M. Chaïb, c'est vrai, vous n'avez pas les ingrédients pour faire Technopole actuellement. Donc, et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Kamel Toumi, ça c'est pour entre parenthèses. Par contre, je voulais partager avec vous 2 expériences où on a réalisé quelque chose. Sonatrach, avec Sonatrach, comme je suis un ancien élève de l'Institut ingénieur du pétrole, donc je suis resté dans le réseau parce qu'on a une association des pétroliers. Et là, j'ai tissé toujours ce relationnel. Et puis après, pendant 3 ans, je travaillais avec Sonatrach pour avoir un grand contrat pour les universités algériennes, en payant avec mes propres moyens les billets d'avion, parce que le recteur à l'époque et le doyen ne comprenaient pas comme quoi il me paye un billet d'avion pour discuter avec Sonatrach pour des projets. Parce que j'avais une conviction, c'est un investissement personnel.
Et puis après 3 ans, on a signé une convention cadre pour les 3 universités, l'université de Béjaïa, l'université de Skikda et l'université d'Oran. Et là, puis après, dans ce cadre, dans la convention cadre, plutôt, oui, c'est ça, convention cadre, j'ai fait une convention spécifique avec mon laboratoire où j'avais, et c'était un contrat de 45 millions de dinars. 45 millions de dinars, mes amis, c'est à peu près un demi-million de dollars US, pour avoir une idée. Et donc, c'était un projet sur 3 ans, c'était pour détecter les polluants dans la zone industrielle d'Arzeu. La zone industrielle d'Arzeu, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le pôle industriel pétrochimique le plus important en Méditerranée. C'est 50 000 personnes, donc l'industrie GNL, pétrochimique, etc. Et donc, les gens de l'université ne croyaient pas. Je vous le dis, je partage avec vous, les gens de l'université ne croyaient pas. Ils ont cru le jour, après 6 mois, j'ai reçu le premier chèque. Et là, c'est là qu'ils commençaient à dire, ah, ça c'est vrai, c'est une réalité. Ça a créé un déclic chez eux. Et la deuxième expérience que je voulais partager avec vous est avec Unilever. Alors, Unilever, tout le monde la connaît, c'est une multinationale, mais en 2000, nous, en Algérie, on ne la connaissait pas. Et comme j'achète beaucoup des revues, des livres, etc., donc je lisais beaucoup une revue qui s'appelle Investir. Et en 2000, j'ai vu qu'à 20 km d'Oran, dans la zone industrielle Hassi Amer, qu'il y a les gens qui connaissent Oran, ils ont acheté 30 000 hectares pour faire une industrie de détergents. Et pour information, moi, avant d'y aller à l'université, j'ai travaillé dans l'industrie de détergents dans une entreprise publique. Et là, j'ai dit, tiens, c'est qui c'est Unilever? J'ai eu la curiosité, comme disait Johan, intellectuelle. Donc, je suis allé vers Google et j'ai cherché Unilever. Et j'ai eu tout le document d'Unilever avec sa stratégie, etc., où ils vont s'installer. Et j'étais impressionné par les produits qu'ils font. Colgate, Lipton, Mars, Chocolat Mars, etc., etc. Et donc, j'ai vraiment pris ce document-là, je l'ai lu, je l'ai synthétisé. Et puis après, je lisais la revue Jeune Afrique qui classait les 500 premières compagnies qui investissaient en Afrique. Et là, je vois Unilever. Et là aussi, la même chose. J'ai fait une synthèse. 3 ans, ça, c'est en 2000. En 2003, ça a commencé, donc l'unité, elle est montée. Et en 2003, je me déplace à la zone. Je me présente avec ma petite carte d'affaires, comme quoi, parce que moi, j'ai préparé déjà les techniques d'analyse, etc., les standards et tout. Et donc, je suis parti vers eux pour leur dire, donc là, je me rappelle, l'assistante du directeur m'a dit, vous avez rendez-vous? Je lui dis non, mais je me présente si c'est possible qu'il m'accorde 15 minutes. Ça va, on parle de leadership, donc il faut oser. Et donc, je suis parti et il m'a reçu, il m'a dit, qu'est-ce que vous me proposez? Je lui ai proposé ce qu'on peut faire. Et là, j'ai décroché un contrat sur place. Et puis après, on a signé une convention sur 2 ans de prestation de service à raison de l'époque de 3 000 à 5 000 dollars par mois, mes chers amis. En dinars, c'est beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, donc, si vous voulez, j'ai commencé à développer d'autres prestations qu'il y en a énormément. Enfin, une action concrète qui s'était réalisée, donc c'est celle-là que je vous ai citée, avec Sonatrach, qui est de 45 millions de dinars à l'époque, avec 22 dessinés comme indemnité de prestation. Et puis après, il y a eu un programme qui a été lancé par l'INSA de Lyon pour former les universitaires à la culture entrepreneuriale, ainsi que l'université de Sherbrooke. Il y avait la GIZ allemande, il y avait la communauté européenne, il y avait les Chinois, les Malaisiens aussi, la Russie. Et pour revenir au bureau bleu, en 2010, création d'un bureau bleu qui s'appelle Bureau de liaison entreprise-université au sein de chaque université. Mais malheureusement, les bureaux bleus, on a nommé des enseignants purs académiques à gérer ce bureau. Et moi, je me rappelle, j'ai discuté avec qui était un ami, donc cet enseignant-là qui gérait le bureau bleu à Oran. Et je lui dis, mon cher ami, il faut y aller vers les entreprises. N'attends pas qu'ils viennent vers toi, parce que toi, tu n'es pas université Harvard pour qu'ils viennent chez toi. Ton université n'est pas très cotée, donc c'est à toi d'y aller vers les autres. Et premièrement, pour y aller vers les autres, il faut connaître tous les laboratoires, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, pour connaître c'est-à-dire leurs compétences. Et c'est à toi le vendeur de ces compétences-là auprès de tissus industriels. C'est pour ça que malheureusement, il y a eu 3 responsables qui, hélas, il n'y a pas eu d'impact. Parmi les points importants, donc, suite à cette expérience que je voulais partager avec vous,
c'est le rôle de l'éducation, de la formation dans l'aptitude à entreprendre. C'est très important donc avoir cette éducation. Et entreprendre, ce n'est pas seulement faire des affaires, on peut être enseignant et on entreprend. On va vendre un savoir, des connaissances. Donc, j'ai devant moi un auditoire, j'ai devant moi des clients et je dois répondre à leurs besoins. Le soutien des milieux économiques à l'entrepreneur. Alors, je dis le soutien des milieux économiques, c'est la banque, la douane, les impôts, etc. Tous ces acteurs-là, l'administration, la mairie, etc. Les approches culturelles, et donc c'est important de connaître les différentes approches culturelles pour trouver ce qu'on appelle un optimum ou une résultante, comme on dit en physique, pour pouvoir trouver le bon chemin et réaliser quelque chose. Alors, là, ce n'est pas une question, parce que là, l'écran, Joanne, ce n'est pas une question pour toi. Oui, 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 c'est un sondage. On peut le Un sondage, oui. redemander. On va le OK. lancer pour nos participants. Je surveille un peu la discussion. Ça va sûrement être intéressant. Dans quelques minutes, on va ouvrir la discussion. OK. Il y a Léla qui revient déjà avec des questions de culture, hein, culture de Ouais. l'université et comment. Et je vois aussi qu'il y a M. Benariba, M. Aïna, ils vont sûrement vouloir rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, je vous lance le deuxième sondage. Qu'apporte l'expérience entrepreneuriale au pays à la politique de formation des universités? Choisissez un élément. Autrement dit, celui qui vous semble le plus évident. Il y a une personne qui a répondu. On vous laisse 20-30 secondes maximum. Ouais. Création de la richesse, développement économique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir? Donc, je partage avec vous les résultats. On voit, Aziz, que dans ce que ça peut apporter, l'expérience entrepreneuriale, je pense que les points que tu as mis, que ce soit développement économique, création de la richesse, l'innovation. Oui, il y a une personne qui a parlé de création d'emplois aussi. Mm-hmm. Très bien. Donc, on voit très bien que la création de la richesse, l'innovation, développement, bien sûr, économique, ils ont leur place, si vous voulez, dans la culture entrepreneuriale. Et ça, c'est très important. L'innovation, la création de richesse, c'est très important, donc, si vous voulez, de cet esprit entrepreneur pour les universitaires. 1 minute pour la conclusion. OK. Alors là, tu me sers. Mais je t'ai averti avant. Alors, rapidement, cette diapo, une expérience a été faite. On a formé une cohorte d'étudiants en entrepreneuriat en 2012. Et puis après, 50% sont devenus des salariés. Donc, vous voyez donc, les réflexes. 10% des chefs d'entreprise, 7,5% des doctorants, alors que 5% poursuivent des études à l'étranger. Le reste a été dilué dans la nature. Donc, rien pour vous donner une idée sur ça. En conclusion, donc, c'est les 10 prochaines années, ils nous bousculent. Donc, il y a 80% des métiers qu'on ne connaît pas maintenant, ils vont surgir dans 10 ans. Et 80% des métiers qu'on connaît maintenant qui vont disparaître dans 10 ans. Donc, ça nous donne à réfléchir. Et cette avancée technologique exponentielle, parce qu'avant, elle était vraiment mathématiquement logarithmique, maintenant, elle est exponentielle. Et est-ce qu'on est prêt à s'adapter donc à ces mutations? L'intelligence artificielle, le rôle de la digitalisation, comment on gère la cité avec la digitalisation, comment on gère nos affaires, notre quotidien, notre santé, tout ça, nos relations ensemble. Est-ce que nous sommes prêts et assez outillés à cette mutation? Et là, je sais que Lila est très forte dans tout ce qui est la confiance, l'éthique, la déontologie, etc. Et elle est bien placée pour ça. Ça m'aurait un grand plaisir de partager avec elle et échanger avec elle sur ce sujet-là. Et je termine avec ça. Pour les universitaires, s'ils veulent avoir cet esprit, si vous voulez, entrepreneur, il faut avoir l'initiative, il faut se documenter régulièrement, il faut toucher un peu de tout, avoir une bonne équipe, former une équipe, maîtriser son processus, développer le relationnel et avoir un leadership et surtout, mes amis, avec éthique. Parce que si vous voulez avoir la confiance des gens, c'est avoir cette éthique-là, c'est très important.
Et je partage avec vous cette petite phrase que j'adore énormément. Être sincère nous fera sûrement perdre des gens, mais nous permettra de garder nos valeurs. Merci. Eh bien, merci, Aziz. Et on va pouvoir ouvrir la discussion. Je commencerai peut-être, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat ou encore. On pourrait débuter avec Léla, Madame Ramouni. Je vais ouvrir le micro. Juste quelques minutes pour qu'on puisse... Donc, comme ça, tu vas pouvoir te promouvoir aux panélistes. Est-ce que c'est ouvert maintenant, Léla? Tu veux partager ta question de vive voix? L'écran, je ne vois rien, moi. J'ai ouvert seulement le micro parce que quand on ouvre les caméras, okay, ça demande un petit temps. D'accord. Bonjour, Lila. Bonjour, vous êtes en train de... Vous m'entendez là? Très bien. Bien. Excellent. Parfait. Ben, d'abord, un grand merci, Aziz, c'est toujours très, très riche. On en apprend, j'apprends beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris plein de trucs qui étaient importants et je pense qu'effectivement, la connaissance approfondie des choses permet toujours de replacer les choses dans un continuum et donc de donner la valeur à ce que l'on dit et ce que l'on est en train de proposer là. Alors, moi, j'interviens juste sur un aspect, bon, c'est vrai que tu l'as dit, c'est un petit peu mon dada, c'est toujours, si on revient à l'expérience algérienne, c'est sûr que l'Algérie n'a pas fabriqué des entrepreneurs, elle a fabriqué des salariés. Donc, il fallait son développement économique était sur la construction d'entreprises et donc il lui fallait des salariés, il ne fallait pas des entrepreneurs. Alors après, il y a des auto-entrepreneurs et il y a des salariés qui ont l'esprit d'entreprendre. Ce qui, à un moment donné, je pense, était vraiment bien, je crois qu'on a bien inculqué ça au peuple algérien, qu'on ne pouvait pas faire les deux. En même temps, l'entreprise algérienne était perçue, privée algérienne, était perçue comme un démon, comme un diable, comme plein de choses. Donc, en fait, voilà. Donc, les universités, elles n'ont pas été à l'intérieur et même dans leur rôle entre guillemets, de fabricants de compétences ou de connaissances, le rapport avec l'environnement extérieur, avec l'entreprise il n'existait pas. Et des deux côtés, c'est-à-dire que je pense que l'université ne voyait aucun intérêt à travailler avec les entreprises, tellement la perception était mauvaise. Qu'elle soit publique ou privée, ce n'était pas ça. Donc, on a au moins en Algérie une carence importante dans la perception de la notion même d'entreprise, avant même de parler de la notion d'entreprendre. Donc, on a quelque chose de concomitant à ce sujet. Et donc, j'ai trouvé que ce que tu disais était très important parce que, quel que soit l'écosystème que l'on crée, qu'on se plaigne des impôts ou de la machin, si on n'a pas l'esprit d'entreprendre, on ne l'aura pas. Et celui-ci se fabrique. Et il ne se fabrique pas seulement à l'université, je crois qu'il se fabrique beaucoup plus tôt. Donc, effectivement, je trouvais que ton idée parce que tu nous présentais aujourd'hui sur ce qui va faire que l'on entreprenne ou qu'on n'entreprend pas ou que l'université, c'est d'abord de revenir à la confiance en soi. Et cette confiance en soi, pour pouvoir, elle est encore plus loin, elle est dans l'éducation au quotidien. Donc, voilà, je voulais juste un petit peu contribuer. Ce n'est pas une question, c'est plutôt le lien. Comment on n'aime plus trop souvent, à mon sens, la difficulté à des problèmes de type écosystème économique, non-disponibilité des bailleurs, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant de voir si l'esprit d'entreprendre n'étant pas là, s'il n'est pas là, à chaque difficulté, on fait marche arrière, quoi, tout simplement. Mais merci, Léla, pour cet enrichissement. On a peut-être deux autres interventions, Aziz. Oui, bien sûr, bienvenue. Il y a M. Abderrahmane Benariba. Avec plaisir, mon ami. Et M. Aïna, bienvenue. Oui. Qui est bien connu pour son expertise en entrepreneuriat. Et je m'inspire beaucoup des deux. Hein. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je salue tout le monde.
D'abord, merci Aziz, merci Joanne donc, pour la présentation. Alors, moi, je vais juste abonder un petit peu, rebondir sur ce qu'a dit Leïla, abonder un petit peu dans le même sens. Et j'aurais une question que je qualifie personnellement de très importante dans le cadre de la présentation d'Aziz. Premièrement, j'ai été professeur, donc j'étais enseignant au niveau de l'université. Et donc, je pourrais contribuer humblement, c'est-à-dire à la présentation d'Aziz. Mais ce qui est important, c'est que j'avais travaillé. Je n'avais pas voulu, je n'avais pas souhaité, c'est-à-dire faire le bond directement au niveau de l'université avant d'avoir travaillé. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas enseigner des disciplines de gestion, le management, etc., quel que soit donc le domaine des disciplines de gestion, si on n'a pas mis minimalement, peut-être pendant 1 année, 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire les pieds dans une entreprise, très difficile. Et j'avais constaté personnellement ce qui faisait la différence en termes de pédagogie, de qualité d'enseignement, quand les étudiants posent des questions, on sait de quoi il ressort. Donc, ça, c'est déjà le premier élément. Et c'est vrai ce que disait Leïla, on n'était pas crédible. Enfin, d'une manière générale, l'université n'est pas crédible quand il s'agit, par exemple, de réaliser des mandats aussi simples que faire des diagnostics, des audits, etc. Moi, je l'ai compris parce que je me dis, c'est grâce justement aux 5 années que j'ai passées dans une entreprise qui était spécialisée dans le temps dans les industries électroniques, que je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire, une structure organisationnelle, qu'est-ce que c'est que l'organisation, la GRH, etc. Alors là, je me suis dit, il va falloir justement essayer d'impliquer progressivement, graduellement, les enseignants qui revenaient, par exemple de France, d'Angleterre, etc., et qui avait un excellent niveau pour, je dirais, la plupart. Mais dès qu'on parlait de problématiques d'entreprise, on était complètement perdu. Et encore, les étudiants disaient, on fait la différence entre les enseignants qui ont mis les pieds dans une entreprise et ceux et celles qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai eu la chance donc de revenir à l'université plusieurs années à partir du début des années 2000, dans le cadre de 2 grands projets. Tu avais cité Aziz, l'actuel ministre, c'est lui qui avait initié donc la première action. La deuxième avait été initiée également au niveau de l'université d'Oran 1, mais il y a eu une autre action qui avait été initiée en 1996, par le ministère des Affaires étrangères en Algérie, avec l'aide de l'ancienne Agence canadienne du développement international. Il disait, on souhaiterait former des formateurs, des experts. Alors, ces experts qu'on avait formés, ils voulaient justement essayer de former à leur tour des enseignants à l'université, des étudiants, ça n'a jamais réussi. Il y avait une résistance, je dis bien, une résistance au changement et des mécanismes de dépense. Donc, j'assume ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas été facile d'enseigner la pédagogie entrepreneuriale, le développement entrepreneurial à des enseignants. Et je parle dans un premier temps d'enseignants qui étaient dans les disciplines de gestion. Et par la suite, ça a été beaucoup plus facile avec des enseignants dans les domaines des sciences, par exemple informatique, physique, mathématiques, etc. Alors ça aussi, je me pose aujourd'hui la question pourquoi. Ce qui a été regrettable, il y avait un groupe d'entrepreneurs, d'étudiants entrepreneurs qui étaient rendus à leur 5e année d'ingénierat et qui présentaient des projets formidables, fantastiques, mais qui n'avaient eu aucune aide de leurs enseignants. Mais pire que cela, leurs enseignants les décourageaient. Ils leur disaient, ce n'est pas un pays pour l'entrepreneuriat, vous devriez beaucoup plus vous mettre à chercher de l'emploi. Alors, déjà, il y a un état d'esprit. L'éducation n'y est pas, l'éducation entrepreneuriale. Et là, j'arrive justement à ma question. Un petit 30 secondes, Abderrahmane, parce qu'on voit qu'il
Là, ton... Ça y est. Alors, les propos ont soulevé d'autres je pose la possibilités. question, Aziz. Toi qui, quand même, tu as eu une expérience très riche, très variée, comment faire pour changer l'état d'esprit des enseignants aujourd'hui? Et tu l'as dit, et les statistiques le montrent, la quasi-totalité des étudiants, des doctorants, des maîtrisards, etc., rêvent tous de devenir des enseignants ou des cadres supérieurs, mais pas du tout c'est-à-dire opter pour une aventure ou une avenue entrepreneuriale. Voilà. Et petite parenthèse, tu parlais tout à l'heure de Harvard. Moi, je vais te donner l'exemple du MIT. Pour qu'un étudiant soit accepté au MIT, il faut qu'il passe une année à développer un projet entrepreneurial. S'il ne le réussit pas, il ne sera pas accepté en première année du MIT. Et merci, je m'excuse pour m'être étalé un petit peu. Merci à vous deux. Donc, en 30 secondes, Aziz, pour qu'on puisse Ah prendre oui, encore 2 interventions. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec Abdelrahman parce que c'est vrai, on échange beaucoup sur ça. Et je crois, à mon avis, l'université doit aussi apprendre pour créer cette culture. De temps en temps, ce que j'ai vu, par exemple, ici et en Europe et aux États-Unis et tout, on invite les entrepreneurs, par exemple, des PDG de compagnies. Par exemple, moi, je vous cite un exemple. Par exemple, Rosalie Sid Ahmed, qui était PDG de Sonatrach, etc. Il a un carnet d'adresses très intéressant. De temps en temps, l'inviter pour une conférence de 1 heure pour expliquer comment il a signé des contrats, par exemple de El Paso, d'autres contrats, etc. Ça va donner des idées. Parce que le fait de partager des expériences avec des entrepreneurs, ça c'est une partie, hein, d'accord, pour développer, si vous voulez, cette culture donc de l'entrepreneuriat, entre autres. Et à mon avis, celui qui enseigne l'entrepreneuriat, comme tu as si bien dit, s'il n'est pas déjà, il n'a pas touché donc à une entreprise, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est le secteur économique, ce n'est pas la peine de venir enseigner l'entrepreneuriat d'une façon théorique, en consultant un livre ou Internet, etc. On vient faire des diapos. Non, il faut toucher à la patte pour pouvoir partager une expérience. Donc, il y a Mme Zineb. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Mme Zineb? Il y a M. Aïna aussi. M. Aïna et M. Taïb. Bonjour. 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 Oui, je vous remercie pour ce webinaire. J'aimerais bien poser la question à M. Aziz Chaïb concernant la particularité des sciences médicales et pharmaceutiques. En effet, ça ne sera pas facile pour les étudiants en tant qu'enseignante de promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les étudiants en pharmacie ou bien en médecine. Vu que M. Aziz Chaïb, je pense qu'il a travaillé au niveau de la faculté de médecine d'Oran, qu'est-ce qu'il pense de cette particularité? Très simple. Donc, la preuve, j'ai monté le laboratoire au sein de la faculté de médecine d'Oran. Et je partage aussi avec vous une chose, que j'étais chimiste de formation. Alors, imaginez un chimiste au sein du corps médical. Ce n'était pas accepté déjà. Donc, mais pour pouvoir m'accepter, qu'est-ce que je faisais? J'enseignais la chimie. La première question que je me posais, alors je rentrais en amphithéâtre, j'avais des étudiants en chirurgie dentaire, en pharmacie et en médecine à l'époque. C'était un tronc commun biomédical et j'avais 2000 étudiants. Et la question que je me posais, ils ont besoin de quoi comme notion de chimie? C'est-à-dire, je suis enseignant entrepreneur, j'ai des clients devant moi. Et donc, un chirurgien dentiste, il a besoin de la chimie pour pouvoir comprendre la carie dentaire. Donc, il faut que je lui explique des concepts, des mécanismes, des notions de chimie par rapport à son besoin. Le pharmacien, il a besoin de comprendre la chimie pour pouvoir comprendre la cinétique du médicament, l'intérêt du médicament, etc. Et le médecin, il a besoin de la chimie pour pouvoir comprendre les mécanismes de cycle de Krebs, etc. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'assistais à des cours de cardiologie, d'anatomie, de physiologie, etc., rien que pour comprendre les besoins de mes futurs clients. J'adaptais mes concepts de chimie par rapport à leurs besoins. Donc, si vous voulez, et ça, c'est déjà, si vous voulez, c'est la culture d'entrepreneur. Pour les pharmaciens, et j'ai beaucoup d'étudiants jusqu'à présent, je les accompagne, etc. Ils ont monté, d'abord j'ai un ancien étudiant qui a fait une spécialité en rhumatologie, il a monté sa compagnie d'industrie pharmaceutique. Mais pour vous dire, donc, si vous restez dans le carcan classique académique, moi je vous invite de sortir de votre carcan.
allez-y dans une clinique, rien que pour être observateur, comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés de management dans une clinique, dans l'industrie pharmaceutique. Allez-y gratuitement, c'est pour vous, c'est une formation pour vous. Comment ça fonctionne l'industrie pharmaceutique? Les achats, le input, l'output, la production, les problèmes, les standards, etc., tout ça. Une clinique dentaire, comment elle fonctionne, etc. Plus on comprend, si vous voulez, comme être un anthropologue, comprendre cette mécanique. Lorsqu'on comprend cette mécanique, on va adapter ce qu'on va donner comme formation à nos futurs étudiants par rapport à la réalité du terrain. Et on ne reste pas rester dans le carcan académique lourd. Ça ne va pas y aller très loin. C'est dépasser ça. Donc, il faut, en résumé de ce que tu viens de dire, il faut créer ces passerelles-là entre l'université et l'entreprise. Il faut oser le faire. Et c'est ça, je pense, qui a permis le développement de la culture entrepreneuriale à différents endroits. Donc, 1 minute pour M. Taïb et 1 minute pour M. Aïna, parce qu'on va respecter notre gestion du temps. Donc, Taïb, est-ce que tu... Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Aziz. Désolé pour le retard, j'étais dans une Bienvenue, réunion mon ami. imprévue. Merci beaucoup, c'est Aziz, et content de te voir et que tu vas mieux. Partagez. En fait, moi, je veux réagir par rapport à l'entrepreneuriat en disant que c'est une culture, c'est un état d'esprit. Et on ne peut pas dissocier cet état d'esprit de son contexte. Le constat est le suivant. On prend un Marocain, par exemple, je suis un Marocain, on prend un Marocain, il est installé au Canada, il est installé en France. Moi, je dirais qu'il a plus de chances d'avoir cette culture qu'un Marocain qui se trouve ici au Maroc. Donc, c'est vrai, ce que vous avez dit est tout à fait vrai dans la mesure où, pour développer l'esprit d'entrepreneuriat, il faut jumeler des experts de l'entreprise avec les experts universitaires, mais il ne faut pas oublier que le contexte également influence énormément cette culture de l'entrepreneuriat. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit. Ouais. En tout cas, c'est Merci, Aziz. Oui, moi, je connais aussi le Maroc énormément, Casablanca, parce que je suis quand même natif de Casablanca. Et je partais chez des cousins qui avaient l'industrie, donc l'industrie chimique, etc. Et je partais même l'école d'ingénieurs de Mohammedia. Et je voyais dans cette, si vous voulez, ce partage, cette culture. J'ai eu le plaisir de former des gens de Renault à Casablanca, comme Renault à Oran. Et je voyais la différence entre les deux. Ça, c'est vrai. Mais toujours ce que je dis, il faut toujours oser y aller vers l'autre, comprendre l'autre, comment il fonctionne, quels sont ses besoins, et après adapter votre service par rapport à son besoin. Monsieur Aïna. Oui, bonjour. Bonjour mon ami. Bonjour Amine. Oui, bonjour à tout le monde. C'est vraiment intéressant ce que vous avez présenté. Et puis, c'est un point, je vous considère comme un des pionniers en Algérie dans le domaine pour un peu faire fructifier ce qui se passe. Le problème de l'Algérie, c'est comme peut-être ils l'ont déjà dit mes collègues, c'est l'économie algérienne, elle reçoit peut-être 95% de son PIB, elle est basée sur les revenus pétroliers et donc qui est chapeautée essentiellement par les gouvernements, donc des agents publics. Donc, et si on regarde un peu l'histoire, toute la question de l'artisanat, etc., complètement disparu au profit du travail à la Sonatrach, ça sonne partout. Et donc, on se retrouve dans une situation très complexe. Maintenant, c'est sûr qu'avec le déclin du pétrole, il y a juste un mot. Moi, je ne dirais pas au niveau de l'université, il faudrait que les autorités donnent la liberté. Parce que pour devenir entrepreneur, il y a du risque. Et le risque, c'est important. Il va falloir amener un panier à la maison. Et pour le faire, il faut avoir les gens qui peuvent entreprendre
regardez le nombre de problèmes qu'ils rencontrent pour se lancer en entreprise. Je donne juste un petit exemple. Regardez combien il y a de restaurants, de cafés en Algérie. Il y en a plein. Pourquoi? Parce que ce sont des petites business qui n'ont pas besoin de réglementation, de quoi que ce soit, de titre. Moi, je donne un seul exemple et j'arrête. C'est pour ouvrir un centre d'appel en Algérie, ça fait 3 ans, il n'a pas encore réussi à avoir les autorisations pour le faire, un centre d'appel. Moi, demain, ici, je peux le faire, pour les faire venir, créer un centre d'appel en Algérie pour qu'ils puissent faire des appels et répondre à une demande ici. Pourquoi? Parce que ça a demandé l'intervention de la gendarmerie, la police et ainsi de suite pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire là-bas, etc. Le problème réside au niveau de la liberté d'entreprise pour les Algériens sur place là-bas. Et je m'arrête là, c'est juste un commentaire. Merci beaucoup. Merci, Ahmed. Rien pour répondre à mon ami Aïna, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois, moi, je fais appel à l'expertise de Aïna, Benariba, Beshimazouz et d'autres, etc., Johan et tout. C'est les acteurs qui vont débloquer cette situation, c'est les politiciens, le politique, c'est-à-dire les acteurs, donc, que ce soit au niveau de la mairie, la préfecture, les ministères et tout. C'est ces gens-là qu'il faut leur expliquer, c'est les accompagner, faire beaucoup de pédagogie, Leïla et tout, faire beaucoup de pédagogie pour leur expliquer quels sont les intérêts, les retombées. Parce que plus les retombées ils vont avoir une visibilité, là, je crois, à mon avis, ils vont adhérer. Même si on ne fait pas adhérer 100%, mais on va faire adhérer au moins 50% d'acteurs dans cette mécanique. Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue. Merci. Je terminerai là-dessus. Si tu le permets, Aziz, je vais partager l'écran pour inviter les participants à nos prochaines activités. Juste pour compléter la boucle sur ce que M. Aïna nous a dit à la fin aussi, et ça revient à dire que ça prend un environnement favorable à l'esprit entrepreneurial. C'est un peu un des messages, je pense, Aziz, que tu voulais nous livrer aujourd'hui. Donc, on vous invite pour la prochaine activité, 14 avril. Comme vous le savez, RHRE, elle est internationale et on va avoir Mme Nadine Bébois du cabinet CIO, groupe du Cameroun, qui va nous parler encore une fois, on va aller un peu plus loin dans la culture d'entreprise. Justement, là, on a parlé de l'esprit entrepreneurial. Maintenant, la culture d'entreprise, est-ce qu'elle a un impact, une incidence sur la performance? Ça va être notre activité. Vous avez sur notre site web les activités où vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien qui vous apparaît à l'écran. Donc, sur ce, on vous remercie beaucoup pour votre participation. On vous demande encore peut-être, dès qu'on a terminé, une petite 2 minutes pour répondre brièvement à 2-3 questions pour connaître, bien sûr, votre satisfaction du webinaire et puis si vous avez d'autres propositions à nous faire pour les prochaines activités qu'on vous proposera. Donc, un grand merci, Aziz, pour ta présentation. Merci, mes amis. Puis, bonne continuation. Restez en santé, tout le monde. On vous dit au revoir. À bientôt.